Bonsoir, bienvenue sur Éclair TV et merci pour votre fidélité. Trois sujets de préoccupation seront l'objet de nos réflexions. D'abord, que se passe-t-il à l'Université des Antilles? Les réseaux sociaux se sont fait l'écho d'échanges parfois virulents entre les enseignants. Qu'en est-il exactement? Par ailleurs, l'octroi de mer vient d'être prorogé en tout cas, sera prorogé par l'Europe. Est-ce que pour notre économie, cette taxe contribue réellement à améliorer notre quotidien? Enfin, nous nous intéresserons à des propos de Marine Le Pen qui ont fait le buzz et tendant à démontrer la non-animosité de Marine Le Pen vis-à-vis des étrangers, mais en citant justement son score dans les Outre-mer. Comment interpréter ces différents éléments? Nous allons donc commencer avec l'université. Nous allons donc commencer avec l'Université des Antilles. Que se passe-t-il? On a même vu dans certains médias des universitaires se tenant par le collet, ce qui a ému en tout cas quelque peu la communauté universitaire, en particulier les étudiants. Pour bien comprendre ce qui se passe, il faut partir de 2015, date à laquelle la Guyane prend son indépendance. À partir de ce moment, il reste la Martinique et la Guadeloupe qui ont le choix entre trois options. Soit deux universités autonomes, mais qui sont fédérées par un organe. Sur le plan juridique, j'avoue que pour être de la maison, je n'ai pas trop bien compris ses fondements. Première option, qui a été abandonnée d'ailleurs. Deuxième option, à laquelle, je ne vous cache pas, j'étais favorable, c'est qu'à l'instar de ce qui s'était fait lors de la séparation des rectorats, que la Martinique et la Guadeloupe aient chacune leur propre université, quitte à signer des conventions. Et troisième option qui s'est présentée, c'est de conserver la Martinique et la Guadeloupe de telle sorte que nous ayons une université des Antilles. C'est cette troisième option qui a prévalu. Elle a été beaucoup défendue d'ailleurs par Serge Letchimy et Victorin Lurel. Rappelez-vous que la gauche était au pouvoir à cette époque. Ils étaient donc des membres influents du gouvernement. Et ce choix a été justifié au motif qu'il valait mieux une université avec 13 ou 14 000 étudiants plutôt que deux universités, l'une avec 7 500 étudiants, l'autre avec 5 500 étudiants. Et finalement a été donc prononcée la transformation de l'Université des Antilles et de la Guyane en Université des Antilles, regroupant un pôle Martinique, un pôle Guadeloupe, mais bien sûr une présidence unique. Et c'est là où les problèmes ont commencé. Au-delà de cet aspect de contexte de séparation de la Guyane, il y a également la problématique de l'alternance. Il y a toujours eu un consensus, donc il s'agit d'une règle non écrite, à partir duquel il y a une alternance, un président guadeloupéen, un président martiniquais. Or, il se trouve que cette alternance a été rompue avec l'arrivée à la présidence de Corinne Mancé-Caster, qui a suivi la présidence de Pascal Safache et de celle de Georges Virassani, soit 11 ans de présidence par un collègue représentant le pôle Martinique. Vous comprendrez très bien que lorsque Stas Janqui est élu en janvier 2017, il y a un contexte qui est déjà sous forme de divergence d'appréciation entre la Martinique et la Guadeloupe. La preuve, c'est qu'il a été élu avec 7 abstentions, la Guadeloupe a 15 représentants, la Martinique autant, avec déjà 7 abstentions. Une semaine après son élection, il y a une grève sur le pôle Martinique. Il a eu même des difficultés à accéder à un moment donné au bureau qui était réservé à la présidence de l'université sur le pôle Martinique. D'autre part, les événements, en tout cas contraignants pour la mandature de Stas Janqui, ne s'arrêtent pas là, puisque la Guadeloupe a 3 pôles, en tout cas
3 campus, Fouillol, l'École normale et Saint-Claude. La Martinique en a 2, Schellcher et Fort-de-France. La Guadeloupe a 2 fois plus d'étudiants que la Martinique et beaucoup plus de laboratoires de recherche. Pourtant, du temps de la présidence martiniquaise, il y avait une répartition des moyens 50-50. À l'arrivée d'Eustache Janqui, au regard du nombre d'étudiants plus important, au regard de l'importance des surfaces, il y a une nouvelle grille de répartition, 60% pour la Guadeloupe, 40% pour la Martinique. Ce qui n'a pas été du goût, vous l'aurez bien compris, des collègues de la Martinique. Il y a, avant-dernière problématique, le CEREG-MIA. Le CEREG-MIA, c'est le laboratoire d'économie qui était basé en Martinique, qui avait reçu des fonds européens, mais dont les factures visant à justifier les fonds européens n'étaient pas forcément en compatibilité avec les règles de la comptabilité. À partir de ce moment, il y a eu sur le pôle Martinique une fronde interne, mais les représentants de la Martinique au conseil d'administration ont considéré que le conseil était trop passif par rapport à cette affaire, alors même que le conseil présidé par Eustache Janqui, eu égard au fait que plainte avait été déposée, préférait laisser la justice faire son travail, suivre son cours, et éviter de trop se mêler. Et souvent, les réunions du conseil ont été parasitées, c'est le moins qu'on puisse dire, par cette affaire du CEREG-MIA. Et beaucoup plus récemment, il y a eu les modifications de statut. Pour les avoir vérifiés, ils sont tout à fait conformes au Code de l'éducation et que cette conformité empêche que même à travers les lignes puisse être intégrée la règle de l'alternance. Et donc, s'ils étaient 27 présents ce jour-là, il y a eu quand même 19 pour. Les statuts ont donc été adoptés puisque requérant la majorité absolue, qui je vous le rappelle est 16, et il n'y a donc plus actuellement d'obligation d'alternance entre la Martinique et la Guadeloupe. À partir de ce moment, les tensions se sont davantage crispées. Ce qu'il faut simplement noter, c'est que depuis la présidence d'Eustache Janqui, et nonobstant les contraintes que je viens d'évoquer, il a toujours obtenu la moyenne à son conseil d'administration, ce qui veut dire que ce ne sont pas forcément tous les collègues du pôle Martinique qui étaient opposés, en tout cas, aux stratégies menées et qui ont été d'ailleurs décidées en conseil d'administration. Maintenant, le bilan. Force est de constater d'abord qu'il a amélioré considérablement la situation des étudiants. L'Université des Antilles a cette particularité d'être l'une de celles où il y a le plus grand nombre de boursiers. Vous savez bien que nous connaissons un problème de fuite d'une partie de notre jeunesse, en particulier les plus diplômés, et que cette fuite a pour conséquence de créer une forme de ségrégation, et ce sont bien souvent, à quelques formations près, les formations qui sont dispensées à l'Université des Antilles, ce sont celles qui accueillent souvent les étudiants dont les parents sont en situation de plus grande précarité, en tout cas qui ne sont pas à même à leur permettre de partir sur la métropole. Il faut reconnaître qu'il y a eu un travail renforcé de toute façon par la Covid-19, un travail de prise en charge sociale, y compris à travers des épiceries, mais voire des aides beaucoup plus individualisées, dont tous les étudiants, aussi bien sur le pôle Martinique que le pôle Guadeloupe, reconnaissent le bien fondé. Par ailleurs, il y a eu un renforcement de l'autonomie des différentes facultés. Rappelez-vous qu'à la Guadeloupe, nous avions un département de lettres et de sciences humaines. Entre-temps, ce département s'est transformé en faculté Roger Toupson de lettres à part entière. À la Martinique, il y avait un département de sciences interfacultaires qui est en train de devenir une faculté à part entière. Donc, il y a eu une progression, en tout cas, du renforcement des formations et personne ne peut le nier.
Enfin, il faut dire les choses telles qu'elles se sont présentées. Eustace Janqui a tenté de rapprocher les points de vue autant qu'il a pu. Mais nous savons que ce n'est pas toujours facile que Martiniquais et Guadeloupéens travaillent ensemble, même s'il ne faut pas généraliser, puisque je répète, une partie des collègues de la Martinique ont parfaitement compris et soutenaient le travail d'Eustace Janqui. Donc, nous en sommes actuellement dans une université qui est en turbulence. Les étudiants s'inquiètent, les enseignants également. Je vous rappelle que la licence art du spectacle, où il y a plus de 1800 heures, seules à peine 1200 heures ont été effectuées. Ce qui veut dire que les étudiants que j'ai eu l'occasion d'interroger eux-mêmes reconnaissaient qu'à la fois la quantité de formation, d'heures de formation dispensées, ainsi que le contenu même des formations ne correspondait pas en tout cas à ce qu'attendaient les étudiants. Ce que l'on peut dire, c'est qu'on ne peut plus, me semble-t-il, envisager cette forme d'autonomie de pôle et qu'il va falloir, me semble-t-il, très rapidement, évoluer vers une université de plein exercice à la Guadeloupe et à la Martinique. D'autant que la région Martinique s'engage considérablement, la région Guadeloupe du moins s'engage considérablement, beaucoup plus que ne le fait la région Martinique. Les démarches menées par l'actuel conseil d'administration et Eustace Janqui tendent à vouloir instaurer un cursus complet de médecine dont la faculté Hyacinthe Bastaro serait installée à la Guadeloupe. La conjonction de la mise en place de facultés de plein exercice, du cursus médical à la Guadeloupe et également l'engagement de la région Guadeloupe prône pour constater que nous sommes actuellement dans des conditions favorables pour pouvoir prendre du recul et, me semble-t-il, une plus grande autonomie qui devrait tout simplement s'apparenter à l'indépendance et une université de plein exercice. Attendons, puisque contrairement à ce que l'on pense, le mandat de l'actuel président ne se termine pas en août. Si il est vrai que pour les universitaires classiques, il y a une limite d'âge, mais lui est professeur des universités dans un domaine particulier qui est celui de la médecine, et que ce domaine particulier permet aux professeurs des universités de bénéficier d'une prorogation. C'est peut-être ce qui a crispé, ou en tout cas qui avait lancé déjà la course à la présidence. Il a une prorogation, et cela jusqu'en janvier 2022. D'ici là, il y aura eu certainement d'autres soubresauts et vraisemblablement que l'Université des Antilles devra se prononcer sur son avenir, dont il me semble difficilement envisageable dans des conditions que nous avons connues, en tout cas durant la présidence d'Eustace Janqui. Nous avons donc terminé sur ce premier sujet. Merci pour votre attention. Et nous allons passer à l'octroi de mer. L'octroi de mer est un dispositif qui est spécifique à l'outre-mer. Il s'agit d'une taxe qui normalement ne devrait pas exister sur les produits importés, mais également sur la production locale. Ne devait pas exister parce que nous faisons partie de l'Europe, et que par conséquent les barrières douanières doivent être abolies. Maintenant, l'Europe reconnaît une spécificité à l'outre-mer et permet de pouvoir taxer les produits entrants, mais également un certain nombre de produits locaux. Le dispositif va être, il manque l'aval du Parlement européen, prorogé jusqu'en 2027. Et je voudrais rappeler que cet octroi de mer, et c'est important pour la suite de la démonstration, c'est quasiment un tiers de la section de fonctionnement de certaines collectivités. Donc, la question est de savoir quel est l'intérêt de l'octroi de mer, pourquoi il est installé, mais est-ce
que l'intérêt de cet octroi de mer ne crée pas plus de problèmes qu'il n'apporte davantage. Alors, pourquoi l'octroi de mer a-t-il été installé? A-t-elle été installée en tant que taxe? Il fallait protéger la production locale. Et le raisonnement économique a été de dire, compte tenu que produire localement coûte plus cher en raison de l'éloignement et de l'insularité, taxons les produits qui sont importés de telle sorte que la production locale puisse être protégée. En tout cas, l'augmentation de ces produits ferait que la concurrence avec les produits locaux serait supportable. C'est le raisonnement théorique, mais la réalité est bien tout autre concernant l'octroi de mer. D'abord, si on se réfère à ce qu'on appelle les accords ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, ou les accords de Lomé, l'octroi de mer sur les denrées alimentaires est extrêmement faible, varie de 5 à 7%. Et les autres taxes ne sont pas interdites, en tout cas, du moins sont interdites par rapport aux pays qui exporteraient chez nous, dont nous importerons donc les produits. Ce qui veut dire que les ignames de Costa Rica, les produits de dégagement, cuisses de poulet, ailes de dinde, y compris de la dorade qui est vendue à 4 €, 4,50 € le kilo, quand actuellement, en raison de la rareté de la dorade, elle est vendue par la production locale 19 € le kilo. Tous ces éléments font qu'au lieu de protéger la production locale, celle-ci se trouve concurrencée parce que même en appliquant les 5 à 7% d'octroi de mer sur les denrées alimentaires, la main-d'œuvre des pays où sont importés ces produits est 3 à 4 fois moins cher que la nôtre, et donc le coût de production de chaque produit est beaucoup plus inférieur au nôtre, et même en payant les 5 à 7% d'octroi de mer, nos productions locales ne peuvent pas concurrencer les productions extérieures qui viennent de la Caraïbe, qui, si vous voulez, rentrent chez nous et, à un moment donné, concurrencent de toute façon nos productions locales. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a un cercle vicieux qui a été créé par l'octroi de mer, puisque plus nous importons et davantage les recettes d'octroi de mer sont importantes, et plus importante est la dotation au titre de l'octroi de mer attribuée aux collectivités territoriales. Autrement dit, si nous produisons trop localement, il s'ensuit que les importations seront moins importantes et par conséquent, les sommes consacrées au budget de la section fonctionnement des collectivités territoriales aura considérablement diminué. C'est la raison pour laquelle on constate qu'entre 2000 et 2020, alors même que l'autosuffisance alimentaire fait partie de tous les schémas stratégiques liés au développement économique, on constate que la Guadeloupe, qui satisfaisait à peu près en 2000 21% de ses besoins, n'en satisfait plus que 11%. Ça veut dire que chaque année qui est passée, nous avons perdu quasiment un demi-point de satisfaction par rapport au marché local. Donc, loin de protéger la production locale, le cercle vicieux qui fait que plus on importe et davantage les collectivités territoriales ont des recettes contribue tout simplement à faire en sorte qu'il y ait cette distorsion. Sans compter que les calculs ont montré qu'au-delà de cette distorsion, l'octroi de mer à lui seul contribue à entre 12 et 15% d'augmentation du niveau de la vie. Donc, non seulement l'octroi de mer ne favorise pas la production locale, mais il contribue à ce que la vie soit plus chère. Et en poussant plus loin l'analyse, quand on compare les taxes locales, octroi de mer régional et taxes sur les produits pétroliers, des taxes qui sont spécifiques à la Guadeloupe en tout cas,
Et quand on voit l'investissement lié à la défiscalisation, que ce soit pour la production ou que ce soit pour le logement, pour la défiscalisation, l'abaissement du coût du travail, on constate que d'un côté, il y a des investissements au titre de la défiscalisation et de l'autre, il y a des taxes locales qui augmentent, en tout cas, le coût de la vie, si bien que les objectifs recherchés au titre de la défiscalisation sont fortement atténués par l'existence d'un certain nombre de taxes locales qui contribuent à rendre la vie beaucoup plus chère. Donc, quelle solution envisager? Alors, je lis souvent Alain Plaisir, qui a travaillé, c'était sa spécialité professionnelle, sur les solutions envisageables. La première des solutions, mais qui est difficilement applicable, ce serait l'évolution du statut de la Guadeloupe, qui passerait à ce moment-là à l'article 74 et qui disposerait de la capacité à pouvoir créer lui-même, en tout cas elle-même, lui-même en tant que territoire, des taxes qui sont spécifiques, à l'instar de ce qui se passe à Saint-Martin, a fortiori à Saint-Barthélemy, où ils ne connaissent pas l'octroi de mer, mais il y a ce qu'on appelle un droit de quai. Premier cas de figure qui nécessiterait bien évidemment une modification statutaire et dont on sait que la population connaît quelques réticences. Et Alain Plaisir va plus loin puisqu'il parle à un moment donné de changer de statut par rapport à l'Europe, de quitter le statut de RUP pour aller vers le statut de pays territoire d'outre-mer, ce qui peut être fait sans qu'on ne passe forcément à l'article 74 et qui nécessite aussi qu'il y ait un consensus qui se discute puisque les moyens attribués dans le cadre des RUP sont beaucoup plus importants que ceux attribués dans le cadre des pays et territoires d'outre-mer. Mais en même temps, qu'est-ce que l'on gagne, qu'est-ce que l'on perd? Et c'est là où les économistes doivent rentrer en jeu. On parle de ce qu'on appelle une TVA régionale. Autrement dit, compte tenu du fait qu'en Outre-mer est appliquée une TVA inférieure à celle de l'Hexagone, qu'on pourrait envisager une augmentation de cette TVA, dont une part serait remplacée par la région, en tout cas serait perçue par la région, et qui remplacerait l'octroi de mer. Là encore, je sais que le Crédit LID, le laboratoire d'économie de l'Université du Pôle Guadeloupe, est en train de travailler sur ces aspects. Il faut attendre qu'ils progressent dans leurs investigations, puisqu'il s'agit là de faire une démonstration quasi sans faille que la suppression de l'octroi de mer non seulement va réellement faire baisser le coût de la vie, qu'il va également contribuer à protéger la production locale, mais que les collectivités territoriales ne vont pas perdre une partie des recettes qui sont quasiment une partie vitale de leur budget, puisque ces recettes, pour la plupart du temps, abondent dans la section de fonctionnement, dont ça peut aller pour certaines d'ailleurs du tiers jusqu'à certaines 40%. Donc attendons, mais il va falloir à un moment donné se poser la question de l'octroi de mer et ne pas perdre de vue l'existence d'effets pervers qui sont de toute façon défavorables, à mon sens, à l'évolution de l'économie de la Guadeloupe et à l'émergence de nouveaux modèles économiques. Attendons avec le temps et faisons confiance à nos spécialistes. Nous avons donc terminé pour ce sujet relatif à l'octroi de mer et nous allons aborder les propos de Marine Le Pen concernant les étrangers. Interrogée par la presse, et particulièrement sa position vis-à-vis des étrangers, Marine Le Pen a affirmé qu'elle n'était absolument pas contre la présence des étrangers et a motivé sa position en disant « mais regardez ce qui se passe en Outre-mer, le Rassemblement national, qu'il s'agisse des élections présidentielles ou des élections européennes, fait des scores qui le placent en tant que parti parmi les formations politiques les plus importantes des Outre-mer. »
Alors, la réalité ne peut pas être niée. Au cours des 2 dernières élections qui viennent d'être citées, le Rassemblement national a considérablement renforcé ses positions, au point que, compte tenu du fait qu'il lui manque toujours quelques milliers de voix, puisqu'il a un électorat dont les sondages montrent qu'il reste stable, il a vu dans l'outre-mer le moyen de pouvoir augmenter son potentiel électoral, et c'est vraisemblablement ce qui explique qu'il a été le parti qui a fait la plus grande ouverture vis-à-vis de l'outre-mer lors des élections européennes, puisque Maxette Pierre-Bacas, qui est guadeloupéenne, a été positionné à une place qu'aucun autre parti n'a positionné, en tout cas des ultramarins, dans une perspective d'élection. Donc, on ne peut pas nier l'émergence du Rassemblement national outre-mer et particulièrement le fait que les populations ultramarines, qui n'y a pas si longtemps empêchaient même l'avion de Marine Le Pen ou de son père d'atterrir sur le tarmac de ces espaces ultramarins, ne voilà-t-il pas que Marine Le Pen fait actuellement des scores qui lui permettent légitimement de considérer qu'elle fait partie des formations politiques les plus importantes des échiquiers politiques ultramarins. Essayons de comprendre pourquoi l'outre-mer vote pour le Rassemblement national. Ce n'est pas forcément paradoxal. Il y a une première cause, me semble-t-il, qui a été la stratégie menée par les différents partis politiques de l'Hexagone, stratégie qui s'est reproduite en Outre-mer et à la Guadeloupe et qui a consisté à diaboliser le Front national. Or, lorsque vous diabolisez un parti, que ce parti, grâce à l'augmentation de la précarité, a de plus en plus d'adhérents, cette diabolisation aboutit à ce que René Girard, philosophe bien connu, appelle un bouc émissaire, et ce bouc émissaire a abouti également à une victimisation de ce bouc émissaire, et cette victimisation qui rentre dans un processus sacrificiel, hein, là je me réfère au cadre d'analyse de René Girard, qui rentre dans ce processus sacrificiel, à un moment donné, détermine une deuxième phase dite de renaissance. C'est exactement ce qui s'est produit pour le Rassemblement national, et cette phase de renaissance a commencé, rappelez-vous, depuis que le père de Marine Le Pen était arrivé au 2e tour face à Jacques Chirac. Et c'est vrai qu'avoir victimisé le Rassemblement national, l'avoir transformé en bouc émissaire, l'avoir sacrifié, ça veut donc dire que chaque fois que le Rassemblement national est arrivé au 2e tour des élections, il y a eu un front républicain qui s'est opposé au Rassemblement national. Eh bien, ce processus de sacrifice, alors même que l'échiquier politique français a eu quelques difficultés à convaincre, ce qui a permis d'ailleurs l'émergence du Rassemblement national, eh bien, ce sacrifice, c'est tout simplement en tout cas générer une renaissance qui permet au Rassemblement national, en tout cas au cours des derniers sondages, de faire quasiment jeu égal avec les intentions de vote de l'actuel président de la République, par exemple. Mais il y a également un deuxième point qui est spécifique à l'outre-mer, c'est le paradigme du Rassemblement national qui prône la préférence nationale. Vous savez parfaitement qu'au regard de l'échiquier maintenant économique guadeloupéen, il y a une propension très forte à dire « attention, les différents marchés sont occupés par des personnels qui viennent de l'extérieur et que nous sommes réduits à la situation de sous-traitants. » Donc, ça, tous les Outre-Mériens ont ce même problème, ça a facilité l'émergence du Rassemblement national. On va plus loin dans l'analyse. L'immigration, qui est l'un des thèmes majeurs du Rassemblement national, fait partie des préoccupations ultramarines. En tout cas, je dis bien l'immigration clandestine, puisque l'immigration régulière, nous avons déjà fait la démonstration qu'elle était nécessaire pour le développement d'un espace économique.
eh bien, cette immigration clandestine exaspère de plus en plus les populations ultramarines et par conséquent, il y a une situation de défi qui se traduit non pas forcément pour l'adhésion aux thèses du Rassemblement national, mais un vote de défi qui est davantage un vote sanction à travers le Rassemblement national. À chacun de se faire son opinion. Il est certain que lors des futures élections, le Rassemblement national va se présenter, va jouer un rôle plus important. Il s'agit maintenant de savoir par rapport au positionnement de l'outre-mer, quelle est la différence entre l'intention manifeste, celle qui s'exprime à travers les dirigeants du Rassemblement national, et l'intention implicite, celle qui est la plus active, mais dont chacun d'entre nous a la possibilité de se livrer à son interprétation. Nous avons donc fini notre session d'analyse. Merci pour votre fidélité à Éclair TV et, comme je le souhaite souvent, que la nuit vous soit douce. Bonne soirée.